Et donc, il avait fallu à l'époque convaincre le bureau que je voulais enseigner différemment. Donc, je les avais réunis. Je leur ai dit, écoutez, voilà, le seul petit risque qu'on prend, c'est que ça va nous mettre en marge du système parce que ça voulait dire qu'on ne pouvait plus organiser de tournois jeunes. Ça voulait dire qu'on ne pouvait plus engager d'équipes jeunes dans ces années d'âge-là. Hein. Oui. On ne pouvait plus envoyer de jeunes en détection dans la Ligue. Enfin, à la Ligue, ça voulait dire qu'il fallait créer une sorte de circuit parallèle pour qu'on puisse fonctionner. Donc, j'avais des profs sur Paris qui avaient accepté qu'on fasse des matchs par équipe. C'était sur 18 mètres, 13 mètres, etc. Et puis, moi, j'avais un protocole que l'INSEP m'avait donné sur 3 ans pour voir l'évolution du truc et puis le valider aussi. Ouais. Donc, je remercie toujours le président du club de l'époque parce que c'était quand même une ouverture dans le bureau. Tout le monde n'était pas pour, mais ils avaient accepté, en fait. Donc, j'avais réuni les parents pour expliquer ce qu'on allait faire. Donc, voilà. Donc, j'ai pu mener cette expérience et commencer, en fait, un peu de recherche sans le savoir. Enfin, sans le savoir, j'étais prof de tennis, quoi, mais je voulais comprendre ce à quoi, ce que je n'avais pas compris, en fait. Je voulais essayer de découvrir ce qu'on ne m'avait pas appris. Et donc ça a duré 3 ans, de 91 à 94, puisque là, les premières recherches ont eu lieu en 1989 dans ces différentes disciplines. Le temps de réfléchir à tout ça, et, de convaincre les enseignants, parce qu'il fallait que j'arrive à les convaincre sans être convaincu moi-même, parce que comme je ne l'avais jamais testé, c'est comme si je te dis, tiens, on va tester un truc, mais on ne sait pas ce que ça va donner, en fait. Mais en même temps, je savais que je ne pouvais plus faire machine arrière. Tu vois, la voie traditionnelle, je la connaissais. En plus, moi, j'avais vraiment un passé très traditionnel. J'avais appris avec des mouvements à blanc. Enfin bon, j'étais quelqu'un de très techniciste de par mon apprentissage à moi. Et donc là, je partais dans une voie qui était une voie totalement inconnue. Donc, je ne savais pas ce que j'allais trouver ni ce que ça allait donner. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que je ne pouvais plus faire machine arrière. Donc, il fallait convaincre les enseignants de l'époque. Ils l'avaient assez bien pris parce que pour eux, c'était une sorte de challenge. C'était de les embarquer dans un truc nouveau, donc qui était nouveau pour tout le monde, hein, y compris pour moi. Voilà, j'avais juste ces idées qui étaient devenues le tennis évolutif, qui étaient en fait les mêmes fondements que ceux que j'expose maintenant dans les formations. Hein. Donc, finalement, c'était... ces activités que j'avais vues avaient raison, quoi. Puis, de toute façon, elles avaient raison parce que ça marchait. Quand ça marche, c'est le terrain qui donne qui est l'arbitre. Hein. Et donc, voilà, donc septembre 91, première mise en application sur l'école de tennis pour les 8-10 ans. Après, à 10 ans, on reprenait le chemin classique. Mais du coup, c'était avec, tu faisais avec quelle balle là? Ah là, c'était avec, alors avec la balle qui est devenue la balle orange. C'était la balle mini tennis qui a été présentée la première fois en 86. Mais qui n'était ensuite utilisé que plus tard et qui était utilisé uniquement au mini-tennis. Donc, c'est-à-dire que quand les enfants sortaient du mini-tennis, ils n'utilisaient plus cette balle-là, ils arrivaient sur la balle dure. C'est pour ça que pour moi, il y avait un trou énorme. Donc, moi, j'utilisais cette balle-là. J'utilisais des balles en mousse qui n'existaient pas non plus à la Fédé. Hein. C'était des balles en mousse que j'allais acheter. Autre chose, dans les... je ne sais pas où, dans les centrales d'achat, pas de la fédération, hein, parce que tout ça, on est vraiment en marge de la fédération. Là. C'était même très mal vu de la fédération. Moi, ce que je faisais était très mal vu, moi, de ma ligue, de tout le monde. Hein. Enfin, c'était mal vu, puis en plus, on disait que ça ne servait à rien, en fait, ce que je faisais. Voilà. Donc, j'utilisais des balles qui étaient des balles que personne n'utilisait, des raquettes différentes, des terrains différents. On jouait déjà dans la largeur. Il y a beaucoup de choses
bon, après, ça s'est enrichi depuis, hein, mais voilà. Entre-temps, j'avais découvert le 18 mètres sur une expérimentation sur un terrain de foot. Ça devait être en 90, 89, 90. Donc, on avait vu que le 18 mètres était une réponse de terrain d'enfants suite à des matchs qu'ils faisaient. Là, c'était des entraînés. Bon, je ne savais pas comment j'allais utiliser ce 18 mètres. D'ailleurs, je l'ai mal utilisé au début, mais parce que je ne savais pas à quoi il allait me servir. Je n'utilisais pas la bonne balle non plus. Enfin bon, mais tout ça, c'est venu par tâtonnement petit à petit. Mais tout ça, ça date de 90. Et puis ensuite j'ai testé ça avec des adultes débutants. Donc, je voulais voir si ça marcherait avec des adultes débutants. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'école de tennis adulte. Ça n'existait pas. Les adultes, soit ils prenaient des leçons individuelles, soit ils faisaient des stages. Mais dans les clubs, ça n'existait pas, les cours collectifs adultes. Donc, j'avais regroupé une quinzaine d'adultes, qui étaient beaucoup de parents d'enfants de l'école de tennis. Et le deal, c'était que gratuitement, on leur apprenait à jouer pendant 1 an. Donc, c'était gratuit. La seule chose, fallait qu'ils aillent jusqu'au bout, quoi. Mais on les prévenait qu'ils allaient apprendre à jouer d'une façon un peu bizarre, un peu. Ah oui, parce que j'utilisais tout le matériel que j'utilisais avec les enfants, etc. Et personne ne nous avait lâchés, je me souviens. Et du coup, j'avais les mêmes critères que pour les enfants pour valider. Et puis, ça a été validé au bout d'1 an. Donc, en fait, au bout d'1 an, en 95 à peu près, pour moi, le tennis évolutif, c'était quelque chose qui était c'était un concept d'apprentissage qui était fait pour les débutants, mais aussi bien les enfants que les adultes. Et est-ce que tu as pu comparer avec peut-être un collègue ou non, ou parce que dans l'aventure, là, tout le monde était au même régime. Tu n'avais pas des groupes qui restaient un peu en marge? Non, j'avais 2 groupes d'enfants qui eux, continuaient, normal. Qui, eux, continuaient en mode classique. Et est-ce que tu as pu comparer? Justement, dans le protocole, il fallait que je puisse comparer. Donc, c'est pour ça que j'ai pu comparer et avoir des indicateurs. Alors, je me souviens plus ce que c'était, mais il y avait le nombre de frappes dans certaines situations. Il y avait des choses comme ça. Mais alors, à l'époque, j'utilisais un petit peu la vidéo, mais pas trop. Mais c'était compliqué. C'était des caméscopes qu'il fallait brancher. C'était un tournage de télévision, hein. Il y avait les câbles partout et tout. Non, c'était compliqué. Mais non, donc du coup, je faisais venir des observateurs qui, à l'aveugle, observaient des trucs. Enfin, il y avait tout un protocole qui était. Mais j'avais 2 groupes d'enfants qui apprenaient de façon classique. Et du coup, tout ça, donc là, on est vraiment dans des démarches de chercheurs, de recherche. Mais là, à ce moment-là, tu n'es pas encore BE3. Ah non, pas du tout. Non. Ça a été que plus tard. Non, là, je suis prof de mon club. C'est un club municipal que je peux citer. Hein, c'est à Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine. Voilà, c'était un club. On souffrait un peu d'un manque de cours couverts. Voilà, je suis resté 15 ans dans ce club, ou je sais pas, peut-être un peu moins, 13 ans. Mais je faisais ça vraiment à titre de recherche, mais à titre, je me posais des questions, quoi. Je voulais faire progresser mon école de tennis, mon club. J'avais une bonne équipe pédagogique. Voilà, mais j'avais passé mon BE2. En fait, j'ai pris ce club-là à la suite de l'entraînement du TCP où j'avais ces joueurs négatifs et première série. Donc voilà, c'est tout. Mais j'étais prof de club. À côté de ça, je faisais des entraînements. Le truc classique de prof de club, quoi. Sauf que je m'étais imposé cette partie-là sur les enfants de 8 à 10 ans. Et puis, on développait beaucoup le mini-tennis. On avait une grosse école mini-tennis parce qu'à la fin, on a fini, il y avait 120 ou 140 enfants que au mini-tennis. Donc, on avait une grosse structure mini-tennis. Donc, le mini-tennis marchait bien et c'est pour ça que je voulais que la suite soit cohérente avec le mini-tennis. Ce qui n'était pas. Donc voilà, et puis après en 97, dans mon parcours, j'ai eu une proposition pour rentrer à la fédération, pour travailler avec Jean-Claude Marchon, qui lui, entre-temps, était devenu coordonnateur national du mini-tennis. Et donc j'avais cette possibilité-là, ou rester dans mon club.
où j'ai eu une possibilité, on m'a proposé de reprendre l'ancien club Pierre Barthès au Cap d'Agde, qui était tombé à l'abandon, en fait, à ce moment-là. Voilà, donc j'avais ces 3 possibilités-là. À la Fédé, c'était très engagé. Ils avaient même préparé mon contrat. J'avais presque sous les yeux, prêt à signer. En fait, j'ai refusé la Fédé parce que travailler avec Jean-Claude Marchon, ça m'aurait passionné, forcément. Lui, il était à 2-3 ans de sa retraite. Donc, l'idée, c'était que je prenne la suite. Mais je n'avais pas envie parce que je me dis, je vais rentrer à la Fédé, mais je vais faire que du mini-tennis toute ma vie, en fait. Or, tous les publics m'intéressent. Les enfants, mais aussi les adultes, ou les gens qui ne jouent pas bien, les gens qui jouent bien. Enfin, bon. Donc, je ne voulais pas me cantonner qu'à faire du mini-tennis toute ma vie. Et donc, j'ai refusé de rentrer à la Fédé. J'ai arrêté le club et je suis parti. En fait, j'ai choisi là où, bon, c'est un peu dans ma nature d'aller là où c'est l'inconnu, parce que c'était un changement de vie, forcément. Je quittais la région parisienne pour aller m'installer à Agde, dans le sud. Donc, je changeais de métier, je changeais d'environnement, je changeais d'endroit, de région, enfin de tout. Bon, moi, j'aime bien, mais donc c'est ça qui me plaisait. Et puis surtout, j'emmenais avec moi ce concept de tennis évolutif qui avait fait ses preuves avec des débutants. Donc, ils m'avaient aussi un petit peu sollicité dans le sud parce qu'ils avaient entendu parler de ça. Donc, je venais avec un concept novateur pour l'époque. Oui. Et donc, là-bas, c'est un centre de stage. Enfin, tout le monde connaît. Il y avait beaucoup de stages. Donc, j'avais les stages tennis évolutif qui étaient des stages nouveaux, qui permettent d'apprendre à jouer plus vite par le jeu, etc. Donc, là, j'étais relativement à l'aise avec ce concept, avec des débutants, aussi bien enfants qu'adultes. Et puis, ça marchait bien parce que on avait beaucoup de stages adultes. Des gens, tu sais, qui l'été viennent découvrir le tennis ou viennent… donc, ça collait très bien. Et puis, c'est là que j'ai voulu tester ce concept-là sur des joueurs de haut niveau. Et puis, c'est là que, en fait, j'ai commencé à basculer un petit peu dans la recherche, dans la mesure où, quand j'étais jeune enseignant, il y avait une référence de livre à l'époque qui s'appelait L'enfant et le sport, mais qui est toujours une référence d'ailleurs, qui a été réimprimée je ne sais pas combien de fois. C'était écrit par Marc Durand. Et Marc Durand, il a fait partie des grands chercheurs dans les domaines des sciences humaines et de la motricité, reconnu dans le monde entier. Et puis là-bas, quand je suis allé à Agde, il y a une connaissance commune qui m'a dit « Ah, mais je connais bien Marc Durand, j'ai travaillé avec lui à l'UFR Stabs de Montpellier, il dirige un laboratoire de recherche là-bas. Si tu veux, je peux vous mettre en contact et je peux te faire rencontrer Marc Durand. » Forcément, moi, c'est comme si un gamin, on lui demande est-ce que tu veux qu'on te fasse rencontrer Nadal ou Federer, quoi. Donc, on s'est rencontrés, on a discuté, puis on a tout de suite eu le fit, ça a tout de suite matché. Et puis, en fait, il a accepté de suivre mes travaux. Il a accepté de suivre mes travaux. Il m'a dit, ouais, puis en plus, dans le tennis, j'ai jamais rien fait. Il avait jamais été sollicité par la fédération. Donc, puis on s'est tout de suite bien entendu, tu vois, on est devenus amis. Puis c'est un monsieur qui, quand il allait dans un pays faire un colloque, il le faisait dans la langue du pays. Enfin, c'est un puits de science. Enfin, je veux dire, quand tu discutes pendant 1 heure avec des gens comme ça, pendant 1 heure, tu apprends, quoi. À chaque phrase, tu apprends. Et moi, je passais des matinées entières. Je me souviens, j'arrivais à 8 heures le matin, je partais à 13 heures et on passait 5 heures ensemble. Il m'expliquait. Enfin, j'ai appris en fait à faire de la recherche avec lui. Donc à mettre en place un protocole. Alors il a fallu en fait que je fasse tout l'inverse. Il a fallu que je démonte tout ce que j'avais fait parce qu'il m'a dit, toi, tu as trouvé ce qu'il fallait, mais maintenant, il faut le démontrer sur le plan scientifique à travers des théories que moi, je ne connaissais pas. Moi, j'avais fait ça au pif, un peu au feeling. Donc, il m'a dit, tu as fait l'inverse. Toi, tu as d'abord trouvé et maintenant, il va falloir démontrer ce que tu as trouvé.
Donc là, il a fallu que je me mette à lire beaucoup de lectures qui ne sont pas toujours des lectures simples en plus. Oui. Donc il a fallu que je me familiarise avec un vocabulaire, avec des. Je ne sais pas si tu as déjà lu des articles scientifiques. Tu sens que tu n'es pas dans ton élément de suite. Tu n'es pas dans ton monde, quoi. C'est un autre monde. Ouais. Et pourtant, lui, parce que j'ai fait des colloques avec lui, lui, c'est quelqu'un, en fait, il a cette force, c'est que quand tu parles avec lui. Il vulgarise et c'est. Ah bah oui, tu as l'impression que tu en connais autant que lui. Ouais. Alors que chaque phrase, tu apprends un truc. Mais quand j'ai parlé avec d'autres chercheurs, moi, c'est des gens, après une fois qu'ils m'ont dit bonjour, je ne comprenais rien, je ne comprenais plus le reste de la phrase. C'est des gens, c'est un monde particulier. Hein. Ouais, c'est autre chose. Et moi, j'aime quand c'est simple, donc voilà. Donc, du coup, là, à ce moment-là, j'ai travaillé avec lui, donc j'ai fait pas mal de petites recherches parce que je continuais. Et puis c'est là qu'en 98, j'ai fait la rencontre d'un garçon qui faisait une démonstration avec un joueur à moins 30. Ce joueur à moins 30 qui avait accepté pendant 2 ans de faire du tennis évolutif et que j'avais pris quand il était à 0 à 32 ans et qui 2 ans plus tard, sans jamais toucher sa raquette et une balle, était monté à moins 30, que je raconte souvent dans les formations. Et pendant cette démonstration-là, qu'on avait fait pendant la Nesti Tennis Cup, il y avait donc 2 ou 3 000 personnes qui regardaient. Dans ce public, il y avait un monsieur qui travaillait dans une ligue qui m'a dit je viens de voir, ce que je viens de voir là, je n'ai jamais vu ça nulle part, faire jouer. Faut que j'en parle à mon patron. Son patron, en fait, c'était le président de la Ligue de Franche-Comté, qui à l'époque était le vice-président de la DTN, de la fédération et en charge de la DTN. Et c'est là qu'il m'avait dit, écoute, je te propose un deal, je te finance un BE3 et le deal, c'est que tu viennes mettre en place tout ça dans ma ligue, qui était la Ligue de Franche-Comté à Besançon, là où je suis maintenant. Donc forcément, pour moi, c'était intéressant. J'avais déjà le directeur de mémoire, puisque c'était Marc Durand qui, lui, a accepté de travailler. Donc, je ne pouvais pas trouver mieux. Et puis, pendant 2 ans, en fait, j'ai fait de la recherche sur tous ces travaux. Alors, entre-temps, ça s'est appelé Tennis Cooler. Et puis, j'avais 3 ligues expérimentales en France, qui étaient donc la Franche-Comté, puisque c'était lui qui finançait le projet. J'avais la Ligue Midi-Pyrénées. Donc ici. Parce que à l'époque, j'allais souvent à Toulouse faire des interventions. On n'était pas très loin. Il y avait 180 km d'autoroute qui me séparaient. Et puis, j'aimais bien l'équipe technique là-bas. Il y avait des garçons comme Marc Barbier, il y avait Bruno Hébrard, Michel Roublet. Enfin, il y avait toute une équipe qui était sympa. Qui est toujours d'ailleurs. Et qui est toujours d'ailleurs, en plus. Donc, Marc, maintenant, qui a basculé, qui est avec Hugo Gaston. Mais voilà. Ouais, mais qui est toujours. Mais c'était des gens avec qui j'avais bien. C'est pareil, il y a des personnes comme Marc, Michel et Bruno. C'est des personnes, tu peux te pendre à ce qu'ils disent. C'est vraiment, je me rappelle de Marc en formation quand il était venu nous voir. Tu vois pas le temps passer. C'est extraordinaire. Et donc, j'avais fait beaucoup de choses. Donc, j'avais cette ligue-là qui était une grosse ligue, qui était. Parce que Marc Durand m'avait dit il faut que tu aies tu as 3 régions en France, il faut que ce soit représentatif de toute la France, en fait. Et la troisième c'était quoi? Alors après, il me fallait une ligue parisienne. Et comme j'étais, moi, de Paris, je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué. Là, donc, j'avais la Ligue de Paris. Donc, j'avais Ligue de Paris, Midi-Pyrénées avec Toulouse, qui est très urbain, mais à côté de ça, tu connais la région, il y a le Gers, où il y a plus de licenciés chez les canards que chez les adultes. C'est exactement ce que je suis. Voilà, donc il me fallait un peu un échantillonnage assez représentatif de toute la France. Et donc, pour arriver jusqu'au BE3 que j'ai passé en décembre 2000, donc ça m'a pris 2 ans. En fait, ça m'a pris 2 ans à temps complet. Hein. Parce que toutes les semaines, fallait que je sois présent dans chacune des 3 régions. Donc, parce que je pilotais le truc pour le faire grossir. Et donc, j'ai passé ce BE3 en décembre 2000. Voilà.
Donc pareil, il y avait tronc commun spécifique, mais enfin, c'est plus tout à fait la même chose. Il n'y a plus de terrain, on n'est plus en situation on n'enseigne plus. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans en Franche-Comté dans ce qu'on a appelé là-bas un centre de recherche pédagogique. Donc je continuais de mettre ça en place, puis de continuer à faire des recherches. Après, j'ai arrêté. Je suis revenu à Paris tout en habitant à Besançon parce que il y avait un gros club à Paris qui est le tir au pigeon qui voulait mettre ce tennis cooler en place. Ouais. Donc j'étais responsable pédagogique. J'ai fait ça pendant 6 ans. Je faisais ça, j'y allais 4 jours par semaine. Et puis après, ça s'est arrêté. Et puis je me suis mis à temps plein à faire de la formation, ce que je fais maintenant. Alors recherche, je continue à faire de la recherche et puis de la formation. Donc, je fais à mon compte depuis 2015, donc on est en 2021. Voilà le parcours. Et aujourd'hui, je fais de la recherche sur toute la France et puis de la formation sur toute la France et la Belgique. Ouais. Enfin, là où on parle français, en tout cas. En tout cas, ouais, pour les francophones. En tout cas, là, je pense que on en reparlera un petit peu en fin d'interview. On parlera de ce que tu mets en place dans tes formations. Et pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin avec toi, on leur donnera le contact évidemment pour qu'ils puissent en profiter.